Employee first, customer second, le salarié en premier, le client ensuite. Tout le monde connaît maintenant ce livre de Vinit Nayar, le PDG de HCL Technologies, cette société de services indienne, livre qu'il a écrit en 2010 après avoir restructuré son entreprise avec succès. C'est en effet le plus bel exemple de ce qu'on appelle la symétrie des attentions, cette idée selon laquelle la satisfaction client découle du bien-être de ses employés. Alors est-ce une simple posture marketing ou peut-on réellement en faire une conduite dans l'entreprise? C'est ce que nous allons voir avec mes invités du jour. Charles-Henri Bessér-Déor, vous êtes professeur de management et ressources humaines du groupe HEC et également directeur de la chaire Capital Humain et Performance, Webhelp HEC. Oui. Xavier Carrément, vous êtes le directeur de la qualité du groupe La Poste. Alors ensemble, nous allons essayer de répondre à cette question. Charles-Henri Bessér-Déor, tout d'abord, effectivement, peut-on mettre en place une politique de symétrie des attentions dans l'entreprise? Vous venez de citer le livre de Vinit Nayar qui a eu un succès mondial et qui est une entreprise étonnante que je connais très bien. Il se trouve que 4 fois au cours des 2 dernières années, j'ai fait venir Vinit Nayar dans des conférences où il y a eu à peu près entre 300 et 500 personnes. Donc c'est vrai que l'exemple de HCL, mais il y a des exemples qui ont précédé HCL où on a montré évidemment qu'il y avait un lien direct entre le bien-être, la satisfaction des collaborateurs et puis l'impact sur les clients. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les entreprises en fait apprennent assez peu et on est obligé de retrouver un exemple comme celui de Nayar pour voir que c'est exceptionnel. Alors est-ce qu'il y en a d'autres justement des exemples? Écoutez, dans les années 90, il y a un exemple assez célèbre qui a été d'ailleurs documenté dans des ouvrages et dans un cas de Harvard, c'est celui de Sears, qui est un service client exceptionnel où on a montré que X points de satisfaction salariée avaient un impact direct sur l'augmentation des ventes. Alors, Xavier Carrément, est-ce qu'à La Poste, c'est une politique que vous suivez? Il y a une vraie conviction sur le fait que si on veut être un grand groupe de services, si on veut être perçu comme un grand groupe de services, il faut que la relation soit réussie avec le client. Et en travaillant tous ces sujets-là avec les équipes, effectivement, on se rend compte très vite que si la relation n'est pas bonne en interne, elle ne peut pas être bonne en externe. Donc cette définition de la symétrie des attentions nous va tout à fait sur un grand groupe comme La Poste, qui a quand même 250 000 personnes, qui est au contact des Français tous les jours, que ce soit en face à face ou à distance, et il faut que cette relation soit réussie à tout coup. Et pour qu'elle soit réussie à tout coup, il faut qu'il y ait la bonne posture. Mais alors, pour autant, est-ce une obligation de prendre soin de ses employés pour satisfaire ses clients? Parce que d'autres entreprises ont choisi plutôt d'exercer une pression sur leurs salariés et la satisfaction client est au rendez-vous. Je pense par exemple à Amazon. Amazon a été élu, ou en tout cas fait partie des 12 marques les plus reconnues sur une enquête de satisfaction des consommateurs de Test & Trust. Et pour autant, ils ont fait l'objet de reportages démontrant qu'ils prenaient pas soin de leurs employés. Alors, est-ce que justement cette relation bien-être des employés, satisfaction client est mécanique? Elle n'est évidemment pas mécanique. Vous savez, en matière de management, c'est toujours très compliqué d'expliquer en fait des liens entre des variables. Et là, on regarde la satisfaction des employés et l'impact client. Bon, si vous me citez le cas de Amazon, je vous donne rendez-vous dans 10 ou 15 ans. Voyons si le succès de ce modèle est pérenne. C'est la vraie question qui est posée. Si vous prenez par exemple l'exemple dans un autre secteur américain encore, Southwest Airlines, qui est le leader du low cost aux États-Unis et qui a été le modèle fondateur. La seule raison qui explique plus de 45 ans de succès, c'est le bien-être des salariés. Et dans une industrie qui apparemment est soumise aux mêmes pressions que les concurrents dans le secteur aérien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ma question, c'est jusqu'à quel point le modèle d'Amazon est pérenne. Alors, ce que vous voulez dire, peut-être, ce qu'on entend derrière vos propos, c'est que finalement, c'est un choix effectivement de management et ce qui est peut-être le choix de la durée. Effectivement, le choix du long terme, le choix de l'avenir. Xavier Carrément, peut-être un commentaire là-dessus? C'est clair que si on veut inscrire une transformation sur la durée, il faut le faire avec les équipes. Et moi, j'aurais une posture positive par rapport à Amazon en me disant que forcément, ils vont être obligés de passer par là. Sinon, en effet, ça ne va pas marcher. Et quand on est sur des organisations très importantes avec donc ces logiques de satisfaction client
en permanence. Quand la satisfaction, c'est autant la prestation que la façon de rendre la prestation, on voit bien que très très vite, la façon de rendre la prestation, le fait d'aller vers avec le sourire, c'est quelque chose d'indispensable. Mais on voit aussi tout de suite qu'on ne peut pas dire à quelqu'un d'avoir cette posture s'il n'a pas envie. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est en fait de créer les conditions qui vont permettre de révéler quelque chose que les gens ont plutôt en eux, envie de bien faire, rendre le service, en tout cas à la Poste, mais dans les conditions, l'habitude, les routines, les process, les avaient un peu enfermés dans des choses où eux-mêmes, ils se disaient on ne peut plus faire autrement. Et du coup, cette insatisfaction client, ils la recevaient en plein, y compris à travers les incivilités. Et donc pour eux, tout l'enjeu, de toute façon, c'était d'essayer d'en sortir. Mais ce n'était pas possible. Et donc ce qu'on a réussi à faire, c'est de dire on va rester dans notre territoire des valeurs, du service public, c'est-à-dire accueillir tout le monde, mais on va le faire différemment. Grâce à cette organisation que nous avons mis en place, en particulier dans les bureaux de poste. Et ce que je perçois, c'est qu'en fait, pour les équipes, c'est la possibilité, du coup, de faire quelque chose qu'elles avaient très envie et qu'elles font faire spontanément d'une certaine façon aujourd'hui, en plus de la formation et du management sur les attitudes, font faire spontanément et aller vers le client. On n'impose pas à quelqu'un d'aller avec le sourire vers. Alors, vous avez parlé d'organisation. Alors justement, pour créer cette dynamique vertueuse et favoriser effectivement des comportements des conseillers clients qui vont générer de la satisfaction client, quelle est l'organisation qu'il faut mettre en place ? Moi, je suis intimement convaincu que tous sont acteurs d'une même chaîne de service. Et que le client, d'une certaine façon, va percevoir la qualité du maillon le plus faible de la chaîne. Et donc, ça veut dire que forcément, tout le monde doit être en esprit de service. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. D'une certaine façon aussi, un patron de bureau de poste ne peut pas dire à son guichetier d'avoir l'esprit de service si lui ne l'a pas avec son guichetier, ou s'il sait que les collègues, par exemple, du courrier et du colis ne l'ont pas. Un exemple, si le livreur de colis, au lieu de monter, met un avis de passage, le client pas content va revenir sur le guichetier. Et moi, je suis derrière à lui dire, il faut que tu aies l'esprit de service. Donc, je ne peux lui dire, je suis légitime et exemplaire pour pouvoir le faire, que si je pratique moi-même l'esprit de service en tant que manager, mais si je sais que tout le monde dans l'équipe, dans l'entreprise le fait. Alors, je m'adresse maintenant au professeur de management et ressources humaines. Est-ce que, au point de vue de l'organisation, d'un point de vue un peu théorique, il y a des organisations typiques qui favorisent cette politique ? Est-ce que, par exemple, une organisation qui fonctionne en silo est incompatible ? Est-ce qu'il faut décloisonner les services ? Oui, alors là, vous venez de donner l'exemple d'un mal qu'on retrouve depuis toujours, finalement, dans nos organisations, y compris d'ailleurs dans les universités ou les grandes écoles, c'est le problème du silo. Je crois que, si vous voulez, si on veut vraiment avoir, comme on vient de l'entendre, une satisfaction complète du client, il faut que tout le monde collabore. Et si tout le monde collabore, c'est qu'on sort de son silo. Mais ce qu'on vient d'entendre, c'est la question de l'exemplarité. Je crois que ce qu'a fait la Poste ces dernières années, c'est exceptionnel. Ce n'est pas parce que nous avons un représentant de la Poste ici pour le dire, mais c'est vrai, c'est exceptionnel. Moi-même, en tant que client, j'ai vécu la transformation d'un bureau de poste traditionnel en un bureau de poste beaucoup plus ouvert. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir l'accueil qu'ont ces collaborateurs qui vraiment vont vers vous, alors qu'avant, ils étaient cachés derrière leur comptoir, quoi, en quelque sorte. Donc, ça veut dire qu'en matière de, si vous voulez, sur le plan RH, il y a évidemment, par exemple, c'est recruter des gens qui ont un peu cet esprit client, qui ont cette envie de coopérer. C'est ensuite les former et puis aussi les inciter, quoi. Il y a la question. Alors, comment on les incite ? Alors, ça peut être des incitations monétaires, ça peut être aussi des incitations non monétaires, parce qu'on se retrouve évidemment dans des univers assez contraints. Je veux dire, dans le secteur de la Poste, on ne peut pas avoir des écarts de rémunération trop importants. Donc, on peut avoir des formes d'incitation, de reconnaissance qui sont non monétaires. Alors Xavier, carrément, est-ce que effectivement vous récompensez peut-être des salariés qui ont fait preuve de réussite auprès des clients ? Je dirais que pour eux, la plus belle récompense, c'est le sourire du client ou d'entendre en fait le soir, quand on rentre à la maison, parler de la Poste et de soi, comme avoir été capable de faire ça. Je pense que c'est vraiment la plus belle récompense parce que c'est une vraie fierté par rapport à une situation vécue autrefois vraiment comme en dysfonctionnement et très difficile à vivre. Donc je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'il y a le côté projet collectif. Beaucoup ne croyaient pas qu'on y arriverait au début et on l'a fait.
Et donc c'est vrai que du coup en plus ça permet de dire les prochaines étapes on va pouvoir les faire puisqu'on d'une certaine façon on est monté en haut de l'Himalaya. Donc ça c'est possible. Et puis enfin naturellement même si en effet à la Poste c'est pas ce qu'on a de plus développé, il y a quand même des sujets de reporting, des visites mystères qui permettent justement de montrer qu'on est là pour voir comment les choses évoluent, mais avec un discours que j'ai toujours eu qui consistait à dire ce n'est pas une mesure sanction, c'est une mesure accompagnement, c'est une mesure pour savoir où vous en êtes sur le chemin. Et nous, avec les équipes, on est là pour vous aider à aller plus loin en comprenant pourquoi ce jour-là, il y a un problème. Alors, sur notre site, des décideurs de la relation client, sur ce thème-là, on a lancé un sondage demandant effectivement aux gens qu'est-ce qui, selon vous, contribue le plus au bien-être au travail. Et les deux réponses qui viennent en tête, c'est l'autonomie et la participation aux décisions et la reconnaissance managériale. Alors, vous parliez du sourire du client, mais il y a également le sourire de son manager qui compte. Voilà. Et c'est tout l'enjeu pour nous. La stratégie de la Poste repose sur 3 piliers qui sont la qualité de la relation client, la qualité de vie au travail et la performance économique. Et donc, c'est pour les managers de jouer avec ces 3 choses en expliquant bien que ça commence par la qualité de vie au travail, qui va améliorer la qualité de la relation avec le client, qui va donc créer la satisfaction, l'effet waouh, l'enchantement, on espère, oui. et du coup la performance. Je prends l'exemple encore une fois assez célèbre dans le secteur informatique, encore une fois, un peu comparable à HCL, c'est SAS qui depuis 37 ans fait des profits, a une croissance exceptionnelle et alors ce qui est intéressant, le président de SAS était encore récemment ici à Paris et il a répété ce qu'il répète très très souvent, c'est qu'il y a le triangle magique, des salariés heureux font évidemment des clients heureux qui font un actionnaire, en l'occurrence lui seul, heureux. C'est-à-dire que l'entreprise sans... Mais alors, peut-on véritablement mesurer, et ce sera ma dernière question, mesurer cette symétrie des intentions? Est-ce qu'on peut effectivement mesurer que voilà, le taux de bien-être de ces salariés a une répercussion sur le taux de satisfaction? Écoutez, si vous voyez les chiffres, par exemple, de HCL l'année dernière, on a des exemples. 2012-2013, c'est 40% de chiffre d'affaires en plus et 50% de profit en plus. Et ça marche depuis 2005. Mais est-ce que le taux de satisfaction des employés a été mesuré? Ah oui, alors évidemment, un taux de turnover qui est 4 fois en dessous du secteur. Les Great Place to Work et les autres classements dans les entreprises de bien-être, c'est-à-dire le mesurer le bien-être, sont au top. Si vous voulez, la question, c'est effectivement, on a un lien direct. D'ailleurs, l'exemple de Sears que je citais tout à fait au début de cette interview, montre qu'il y avait un lien direct entre l'un indicateur de satisfaction employée et la progression du chiffre d'affaires dans les magasins qui étaient concernés. Alors, Xavier Carrément, peut-on imaginer un jour qu'on ait un label, une norme, comme on a dans plein d'autres domaines, sur ce thème-là? On travaille avec la FNOR sur une norme d'excellence service en Europe. Et évidemment, à l'intérieur des éléments nécessaires, il y a ces problématiques de management. Mais pour moi, ce que je crois fondamentalement, c'est que toutes ces choses-là, ce sont des outils pour permettre. Et que les outils, ils ne viennent qu'après, une fois qu'on a compris le sens, l'envie. Et là, il y a des outils pour aider. Vous avez cité effectivement tout à l'heure les problématiques de marge de manœuvre, ça c'est essentiel. Encourager tout ce qui est innovation participative. Par exemple, à la Poste, on essaye de travailler les irritants des clients, mais aussi les irritants des opérationnels, de façon à être là aussi dans une posture exemplaire, en disant on vous demande plein de choses, mais si je ne réponds pas à vos problèmes à vous, je ne peux pas vous aider. Et puis, très précisément, sur le baromètre esprit de service, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais qui est assez délicat à faire, parce que très vite, on est dans le domaine vraiment pur des RH, du climat social, et donc c'est plus la DRH, qui n'a pas forcément envie d'ailleurs qu'on aille regarder trop dans sa façon de construire sa politique. Et donc, c'est peut-être essentiel justement qu'il y ait ce dialogue. Et donc je pense que dans les entreprises de services de demain, d'ailleurs, les DRH seront, je pense, beaucoup plus dans ces politiques de déploiement d'esprit de service, parce que à la fois pour recruter et à la fois pour manager, c'est nécessaire. Juste un dernier mot, oui. On n'a pas du tout parlé là dans cette interview de l'impact aujourd'hui des réseaux sociaux, de toutes les discussions qui se passent sur l'entreprise. Si vous voulez, vous ne pouvez pas dire que vous avez un esprit client très orienté client à l'extérieur et pas l'avoir à l'intérieur, parce que l'entreprise va avoir des effets de retour de plus en plus problématiques, c'est-à-dire que ce que racontent les salariés sur l'entreprise peut avoir un impact sur le client. Donc si vous voulez, l'ouverture et la transparence qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux internes et
externe, et surtout externe, va avoir des conséquences, à mon avis, dramatiques sur des entreprises qui ne tiennent pas, un discours leur cohérent. promesse et leur discours cohérent. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Merci beaucoup. messieurs, d'avoir répondu à toutes ces questions sur la symétrie des attentions. J'invite donc nos téléspectateurs à aller consulter nos autres formats, le reportage, la vidéographie, donc qu'ils sont déjà publiés sur le site ou à venir. J'annonce notamment qu'il y aura une vidéographie sur les techniques de communication à disposition des managers pour justement mieux comprendre leurs salariés et mieux communiquer avec eux. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.